Bonjour François Eckhall. Bonjour. Vous êtes fondateur du site FIPECO. Vous avez vu la une des Échos ce matin, compte public, la France manque de crédibilité. C'est aussi l'avis du Haut Conseil des finances publiques. Et donc ce titre, mais aussi la photo d'ailleurs d'un seul homme, Bruno Le Maire. Votre avis, c'est l'échec d'une politique ? D'un manque de prise de conscience ? Je pense que ce programme de stabilité aura le même sort que celui de tous les programmes de stabilité envoyés par la France à la Commission européenne depuis 25 ans, depuis qu'il en existe. On prévoit toujours une très belle trajectoire de réduction du déficit public pendant très longtemps jusqu'à l'équilibre. Et puis depuis quelques années, on se contente d'arriver à un déficit de 3% du PIB. Le résultat a toujours été le même. On n'a jamais respecté nos programmes de stabilité. Donc celui-là aura le même sort. Et là, d'ailleurs, le FMI l'a dit, il n'y croit pas à ce que la France revienne sous les 3%, il n'y croit pas avant 2030. Le gouvernement est toujours très optimiste. Bon, effectivement, il y a ce Haut Conseil des finances publiques, un organe de la Cour des comptes que vous connaissez bien, qui a quand même étrillé cette feuille de route. En fait, est-ce qu'il y a quand même une stratégie, ou alors est-ce que c'est juste de la méthode Coué de dire qu'on va baisser les dépenses publiques, on ne sait pas comment, mais on veut le faire ? Oh, il y a une stratégie, d'ailleurs qui ne date pas de cette année. C'est quand Emmanuel Macron a été élu la première fois en 2017. Je pense qu'il y avait une vraie volonté de réduire les dépenses publiques. Et d'ailleurs en 2018, ça s'était plutôt bien passé. Il y avait eu un effort qui avait été fait. On avait supprimé des emplois aidés. On avait fait des choses sur les allocations logement d'ailleurs qui avaient été très mal perçues. Oui, déjà, ça avait été très difficile. Puis après, il est tombé sur les gilets jaunes, le Covid, la crise de l'énergie, etc. Et donc aujourd'hui, en effet, je pense que au ministère des Finances, on en a vraiment la volonté, le ministre de l'économie en a vraiment la volonté, mais c'est devenu extrêmement difficile. Ça a toujours été très difficile en France. D'ailleurs, la raison pour laquelle ces programmes n'ont jamais été respectés, après 2-3 ans de quoi qu'il en coûte, qui étaient nécessaires pour soutenir l'activité, mais qui donnent l'impression que les milliards peuvent tomber comme ça. Et qu'il y a des années où on peut s'affranchir de toute règle, et donc après, on n'a pas envie de les respecter de nouveau. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est mission impossible, en effet. Alors il faut continuer de ne pas baisser les impôts, comme la poursuite de la baisse de la CVAE. Justement, le Haut Conseil des finances publiques en a parlé. Il faut ne pas la supprimer totalement d'ailleurs. Moi, j'ai toujours dit qu'avant de baisser les impôts, il fallait réduire les dépenses publiques. C'est très facile de baisser les impôts. Il y a beaucoup de gouvernements l'ont fait dans le passé, et puis au bout de quelques années, on s'est aperçu que le déficit public était trop important et on a réaugmenté les impôts. Donc il faut arrêter ce genre de choses. Donc moi, je dis depuis plusieurs années qu'en effet, que ce soit la suppression de la taxe d'habitation ou même la baisse de la CVAE, je reconnais que la CVAE a des effets négatifs sur l'activité, la compétitivité, bien sûr. Mais si c'est pour l'augmenter en 2027 ou augmenter autre chose sur les entreprises en 2027 parce que le déficit public sera trop élevé, je ne vois pas bien l'intérêt. Donc en effet, je n'étais pas favorable à cette baisse, que ce soit la taxe d'habitation, la CVAE ou d'autres choses d'ailleurs qu'on a fait depuis quelques années. Alors quelles dépenses peut-on se permettre de couper ? Quelles sont les plus évidentes ? Il y en a une qui est évidente dont on parle beaucoup d'ailleurs, c'est le quart des dépenses publiques, c'est les retraites. Alors, sur les retraites, on a fait une réforme très importante, à mon avis, très bonne, mais qui ne touche que les futurs retraités. Les retraités actuels, le sujet, c'est la sous-indexation des pensions, c'est-à-dire indexer les pensions sur un peu moins que l'inflation. Techniquement, c'est le moyen le plus simple et le plus massif de faire des économies. Chaque fois que vous sous-indexez d'1 point les retraites, vous gagnez 3 milliards d'euros. Bon, après, politiquement, c'est une autre histoire. Et la CSG sur les retraités ? C'est un impôt. Alors, le gouvernement, je pense, dit qu'il n'y aura pas de... C'est préconisé par certains, dont Hervé Lorenzi, qui était à votre place il y a 2 jours. Alors, qui n'a pas hésité à dire qu'il voulait, il assumait de se faire taper dessus, mais qu'il fallait la rétablir. Je pense qu'il faut, avant de penser à des hausses d'impôts, que ce soit sous forme de CSG ou d'autres choses, il faut d'abord quand même, je dis d'ailleurs la même chose que le Haut Conseil des finances publiques, il faut commencer par essayer quand même de réduire les dépenses. Donc je privilégierais plutôt la sous-indexation des retraites qu'une hausse de la CSG ou de manière générale de tout impôt. Après, le taux des prélèvements obligatoires en France est très élevé par rapport aux autres pays. Il y a des marges, mais avant d'essayer de trouver des marges en termes de hausse d'impôts, c'est toujours pareil. En France, on baisse les impôts, puis on les augmente, on les baisse. Le vrai problème, c'est les dépenses.
Donc les dépenses. Vous avez regardé dans un de vos derniers billets les effectifs de fonctionnaires, donc dépenses de fonctionnement. 5,7 millions en France fin 2022. Et l'augmentation, si on regarde par rapport au privé, elle est plus importante donc dans le public. 5 points de plus et explosion dans la fonction publique territoriale et hospitalière. Donc là, comment on fait? Hospitalière, on peut dire... Territoriale surtout, oui. Territoriale. Mais hospitalière, l'emploi a augmenté. Hein, oui, oui. Et territoriale, ça veut dire qu'il y a des doublons Bien sûr. Il y a des doublons, on le sait bien, il y a des tas de doublons par exemple entre les communes et les intercommunalités. L'idée des intercommunalités est une bonne idée. Quand il y a des communes où il y a 10 habitants, il y a des services qu'on ne peut pas rendre parce qu'il y a quand même des économies d'échelle en matière d'assainissement par exemple. Et donc avoir des intercommunalités est une bonne idée. Malheureusement, bien souvent, les communes délèguent des compétences aux intercommunalités mais gardent les emplois, gardent en fait en réalité les compétences. Donc on rajoute des strates. Donc des problèmes comme ça, on en a partout dans les collectivités locales. Et puis, de manière générale, les collectivités locales dépensent ce qu'elles reçoivent. Donc pendant très longtemps, l'État leur a augmenté leurs ressources de diverses façons. Donc elles ont beaucoup dépensé, elles ont recruté, elles ont multiplié les services. Il y a un moment où il va falloir faire des choix aussi. Il y a un ministre dans la majorité, on a reparlé plutôt du tabou du licenciement des fonctionnaires. C'est quelque chose auquel il faut penser? Alors, quand on parle de licenciement, il y a deux types de licenciements. Il y a les licenciements économiques et les licenciements pour motifs personnels. Licenciement économique, ça, c'est clair que dans la fonction publique, on est recruté à vie, il n'y a pas de licenciement économique. Je pense que ce n'est pas la peine d'en parler. Chaque année, il y a 130 000 fonctionnaires pour les trois fonctions publiques, État, collectivités locales et hôpitaux, qui partent à la retraite. Ne pas remplacer une partie de ces fonctionnaires, ça fait déjà, je dirais, supprimer beaucoup d'emplois. Et c'est ce qui a été fait pendant la période Sarkozy. C'est la seule fois d'ailleurs où l'emploi dans la fonction publique d'État a diminué parce qu'on n'a pas remplacé un départ sur deux à la retraite. Il y a eu une très forte progression dans les années Chirac et après Sarkozy. Il y a eu la période Sarkozy. Et après ça repart un peu à la hausse. Mais il n'y a pas eu de licenciement économique. On s'est contenté, entre guillemets, c'est déjà pas facile de ne pas remplacer les départs à la retraite. Ça reste pas acceptable. Donc le déficit public, pour rappel, il est passé à 5,5% en 2023, prévision de 5,1% cette année, on pourra la tenir quand même? Comme dirait le Haut Conseil, c'est difficile. ça va être très très difficile. Le plus difficile, ça va être l'année prochaine. Il y a une marche d'escalier, puisqu'on doit passer de 5,1 points de PIB en 2024 à 4,1 points de PIB en 2025. C'est une marche d'escalier énorme avec une croissance qui ne va pas être terrible encore l'année prochaine. Et vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, parce que là, forcément, on parle de leur croissance à 2,5% l'année dernière. Ils ont eu un déficit public de 6,3%. Et ils n'ont peut-être pas ces débats-là. Non, ils n'ont pas ces débats. Alors la dette publique américaine n'est pas beaucoup plus élevée que celle de la France. Quand on prend des chiffres comparables, en Europe, on a une définition de la dette publique qui n'est pas la même que dans le reste du monde. La dette publique au sens du traité de Maastricht. On dit d'ailleurs, donc le traité de Maastricht, les Américains ne connaissent pas. Donc c'est-à-dire les plus conservatrices donc, en fait, avec la définition internationale, on n'est pas à 110 points de PIB, on est plutôt à 118 points de PIB de dette. Donc c'est à ça qu'il faut comparer la dette américaine qui est un peu plus supérieure, un peu plus de 120. Donc vous voyez, il n'y a pas une différence énorme. C'est vrai que depuis quelques années, elle a tendance à fortement augmenter, mais les comparaisons, il y a une autre raison pour laquelle il faut se méfier des comparaisons avec les États-Unis, c'est que les États-Unis ont quelque chose que personne d'autre n'a, c'est le dollar. Les États-Unis n'ont aucun problème pour se financer parce que tant que le yuan ne concurrence pas le dollar et c'est pas pour demain, tout le monde prête aux États-Unis, donc ils n'ont aucun problème. Ils jouent à se faire peur. Oui, tout en payant plus cher. Si on regarde des taux obligataires, tout le temps, ils payent plus cher. Donc, en fait, pourquoi nous, on a ce déficit de 5% et la croissance derrière, c'est même pas comme si on créait de la croissance. Non. Bon, ça reste très, très atone. Ça reste la croissance cette année. Si on arrive à faire le 1,0% prévu par le gouvernement, ça sera déjà très bien, puisque la plupart 1%, c'est très, très optimiste. La plupart des prévisions sont en dessous. Oui. Et les nouvelles règles budgétaires européennes, vous y voyez plus clair. On doit présenter une trajectoire de réduction du déficit vers le fameux ratio fatidique. Là, c'est toujours les 3%, mais on nous donne du temps pour y arriver. Et puis, on nous donne du temps si on justifie d'investissement, notamment.
Alors, l'idée est très importante des nouvelles règles budgétaires européennes. C'est que chaque pays se donne un objectif d'évolution de ses dépenses en tenant compte des hausses ou des baisses de prélèvements obligatoires qu'il a l'intention de faire et se tienne à cet objectif de dépenses et d'économie. En revanche, il est secondaire maintenant, je dirais, il est passé au deuxième rang de se donner pour objectif de réduire le déficit public. Autrement dit, moi, là où je ne suis pas totalement en accord avec ce que fait le gouvernement, c'est quand il s'accroche coûte que coûte, si je puis dire, à un objectif de déficit public de 3% du PIB. Les nouvelles règles budgétaires européennes, leur esprit, c'est que voilà, il faut faire les économies qu'on a dit qu'on allait faire, donc ça c'est indispensable. Mais après, si le déficit public est plus élevé parce que la croissance n'est pas au rendez-vous, parce que les recettes augmentent spontanément moins vite que la croissance, vous savez, tant pis. Et donc, je pense qu'en maintenant cet objectif, pour des raisons politiques, en fait, de 3% du PIB, ou quasi 3% du PIB en 2027, en fait, on va plus loin que ce que nous imposent les règles budgétaires européennes. C'est pas la peine. Et économiquement, aucun économiste vous dira que c'est une très bonne idée de se fixer un objectif de déficit quand la croissance n'est pas terrible. Donc en fait, c'est chaque État européen qui va être un petit peu plus juge de sa propre situation et qui va l'amener devant des commissaires à Bruxelles et qui vont donner... Exactement. L'idée de ces nouvelles règles, c'est en effet de s'adapter un peu mieux à la situation propre de chaque pays et se donner un peu plus de souplesse en matière de calendrier, de délai. Parce que le 3% existe toujours, le 60% existe toujours, on n'a pas modifié le traité, mais le traité n'a jamais... Voilà, le traité n'a jamais dit à quelle date il fallait y revenir. Il y a le traité ne dit rien sur les délais, donc on joue sur les délais. Donc je pense c'est très important d'avoir cette souplesse et se dire que 3% du PIB, ça ne sera peut-être pas en 2027, ça sera peut-être en 2028 ou 2029. Voilà. Et du coup, de quelles sanctions avoir peur de la part de Bruxelles si finalement il y a juste une appréciation à une feuille de route qui est donnée? Alors après, les règles budgétaires européennes, beaucoup de pays ne les ont pas respectées, à commencer par la France. Il n'y a jamais eu de sanctions. Donc contrairement à ce que pensent certains, elles n'imposent pas une austérité obligatoirement, etc. Finalement, on s'aperçoit qu'on peut ne pas les respecter et ne pas être sanctionné. Je pense que c'est quand même important, de manière générale, d'avoir des règles, même si finalement il n'y a pas de sanctions, parce que ça donne un cap. Ça donne un cap et les anglo-saxons utilisent l'expression comply or explain. Soit vous respectez, soit éventuellement vous ne respectez pas, mais vous expliquez pourquoi vous ne respectez pas. Donc peut-être que vous n'allez pas déraper par rapport à votre programme de stabilité, mais au moins vous vous serez donné des objectifs et on pourra discuter après du fait que des raisons pour lesquelles vous n'avez pas respecté cet objectif. Donc les règles, c'est important pour ça, mais il ne faut pas non plus croire que voilà, ne seront pas respectés. Bon, et on ne sera pas sanctionné. Et alors, une chose qui m'a étonnée, c'est le taux de prélèvement obligatoire en 2023. Il a précisément, donc en 2023, diminué de 45 à 43,5. C'était quoi l'explication ? En fait, c'est 2022 qui était anormal. En fait, en 2022, on a battu un record en matière de taux de prélèvement obligatoire, ce qui était quand même un peu étrange après avoir fait 50 milliards de baisse d'impôts. Donc en fait, on a eu une réaction d'un certain nombre d'impôts, par exemple l'impôt sur les sociétés, qui a toujours tendance à amplifier les rebonds de l'activité. Donc après le rebond d'activité en 2021-22, il a très très fortement augmenté et puis en fait on a une sorte de normalisation en 2023. Donc pour moi l'année anormale c'est 2022 qui a été trop bonne, donc un taux de prélèvement obligatoire trop élevé, un déficit finalement qui était trop bon et en 2023 on revient à quelque chose de plus normal. 43,5% de taux de prélèvement obligatoire, c'est ce qui est normal, c'est ce qui va nous attendre les années prochaine. Compte tenu de la situation du taux des prélèvements obligatoires avant 2018 et des 50 milliards de baisse de prélèvements obligatoires qu'on a fait là, dans les 5-6 dernières années, oui, c'est plus normal que celui de 2022. Et la revue des dépenses publiques, il en a été question l'année dernière avec le gouvernement Borne. C'est une vraie revue des dépenses publiques qui a été faite ou c'était politiquement une appellation et puis pas vraiment suivi? C'est difficile à dire parce qu'en fait le gouvernement communique assez peu sur ce qu'il fait en pratique et sur en quoi consiste cette revue de dépenses.
Après, si vous regardez l'histoire, on ne parlait pas de revue de dépenses publiques il y a 20-25 ans, c'est une expression qui est arrivée il y a 10-15 ans dans le langage du FMI, de l'OCDE, etc. Bon, on faisait des choses à peu près équivalentes qui y ressemblaient, donc on a fait déjà plein d'expériences en France sous Sarkozy, c'était la revue générale des politiques publiques, c'était pareil en réalité, mais avant il y avait eu d'autres choses avant. Même la loi organique sur les lois de finances, elle oblige en quelque sorte à faire une revue de dépenses publiques chaque année. Chaque année, normalement, c'était la grande idée à l'époque en 2000, il y avait une justification au premier euro des dépenses, donc on réexaminait toutes les dépenses, c'était une vraie revue quasi permanente. Bon, en fait, ça n'a jamais marché en France. C'est des rapports qui restent lettres mortes. Parce que, fondamentalement, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une volonté politique de réduire les dépenses publiques. Et pour qu'il y ait une volonté politique de réduire les dépenses publiques, il faut aussi qu'il y ait un soutien populaire, quelque part, que les Français adhèrent à cette idée. Les Français adhèrent à l'idée qu'il faut réduire la dette publique, réduire le déficit, les dépenses déjà un peu moins, mais après, quand on passe aux travaux pratiques... Pas que ça les touche dans leur quotidien. Ça les toucher dans leur quotidien, voilà. Et alors, on voit qu'il y a une règle plus ou moins implicite en économie, 1% de dépenses publiques en moins, 1% de PIB en moins. Là aussi, ça peut toucher les Français dans leur quotidien et dans leur vision de l'avenir. Elle est réelle, cette règle? Elle est vérifiée? Oui, alors c'est l'effet keynésien, c'est l'effet multiplicateur keynésien d'une réduction du déficit public. Maintenant, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces effets keynésiens sont des effets de court moyen terme. C'est-à-dire qu'en effet, si vous réduisez le déficit public de 1 point de PIB, vous avez un effet négatif sur la croissance qui est à peu près du même ordre de grandeur. En moyenne, ça dépend de ce que vous faites en réalité, mais c'est un effet que vous avez la première année, les 2 premières années, puis ensuite ça s'atténue. Parce que si c'était permanent, la France serait la championne du monde de la croissance, avec un déficit public permanent depuis 20 ans. Non, parce qu'en fait, ces effets, ce sont des effets de court terme. On a beaucoup critiqué, on critique encore beaucoup les mesures de redressement des comptes publics qui ont été prises en Europe en 2011-2012. C'est vrai que l'effet à court terme a été de casser la croissance dans un certain nombre de pays. C'était resté, donc à court terme, moyen terme, oui. Mais quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Espagne, au Portugal, etc., on voit que ça n'a pas eu d'effet à long terme. Au contraire, ces pays ont redressé leurs comptes publics, aujourd'hui sont dans une situation beaucoup plus saine, aujourd'hui ils ont une croissance beaucoup plus importante avec des résultats en termes de finances publiques qui sont bien meilleurs. Donc il faut bien faire attention, oui, à court terme, et quand on pense à ça, c'est vrai que le programme de stabilité du gouvernement, comme l'a mis en évidence le Haut Conseil des finances publiques, présente une certaine incohérence parce qu'il ne tient pas compte de ces effets de court terme sur l'activité, donc il prévoit une croissance quand même relativement forte, avec une très forte réduction du déficit public, ce n'est pas totalement cohérent. En revanche, à moyen long terme, si c'est cohérent. Alors vous avez vu Bruno Le Maire aux alentours du 15 mars, vous lui avez dit tout ça? Oui, moi je lui dis la même chose que ce que je dis aux journalistes, bien sûr. Et il était d'accord, Ça, je ne peux pas dire ce qu'il m'a répondu. Mais comment on fait pour financer nos investissements? Parce que ce n'est pas comme si on était dans une phase avec évidemment beaucoup de transitions qui nous attendent, la transition technologique, la transition énergétique surtout. Et en plus, on les finance à taux élevé, donc ce qui ne va pas arranger notre charge de la dette. Ça, c'est l'équation est quasiment impossible. C'est pour ça que je suis très pessimiste. Je ne crois pas qu'on arrive à 3% du PIB parce que je ne pense pas qu'on arrivera à faire toutes les économies qui sont annoncées parce que, justement, oui, il y a des dépenses supplémentaires à faire dans bien des domaines, que ce soit la transition climatique, aussi probablement les dépenses militaires. Et donc, c'est la quadrature du cercle. Donc, comment on va s'en sortir? On va continuer à s'endetter. Mais quand on emprunte pour des dépenses d'investissement, il faudrait emprunter, que ce soit si cher, là, à 4% en Europe, ça paraît effectivement là se tirer une balle dans le pied. Alors, oui, parce que ça conduit à une augmentation de la charge d'intérêt. Donc, dans les dernières prévisions, elle monte jusqu'à 70 milliards d'euros ou un peu plus en 2027. Donc, en fait, la charge d'intérêt, elle accroît le déficit. Donc, le risque que voient les économistes, c'est qu'à un moment, il y a une espèce d'effet de boule de neige. Enfin, ils appellent ça un effet de boule de neige. La charge d'intérêt augmente, le déficit augmente, la dette augmente, etc. Et les taux d'intérêt augmentent. On n'en est pas encore là. Le taux d'intérêt moyen sur le
stock de dette, il est encore un petit peu inférieur finalement au taux de croissance. Ce qui compte, les économistes vous diront, ce qui compte, c'est la différence. Ce n'est pas le taux d'intérêt en lui-même, c'est la différence entre le taux d'intérêt et le taux de croissance de l'activité. Mais le taux de croissance de l'activité en euros, pas en volume, pas le 1% dont on parle cette année, mais cette année, ça va plutôt être 3,5% quand on tient compte des prix. Donc c'est 3,5% de croissance contre des taux d'intérêt. Aujourd'hui, le taux d'intérêt à 10 ans, il est à 3% à peu près. Donc, on est quand même encore un peu en dessous. Donc il n'y a pas de danger immédiat. Maintenant, le danger, c'est si tout d'un coup les marchés se mettent à avoir peur et montent tout d'un coup, fassent monter le taux d'intérêt, la prime de risque de la France, et donc voilà qu'on rentre dans ce schéma de boule de neige de la charge d'intérêt. Et là, les agences de notation sont prononcées. Pour vous, on sera dégradé à la fin du mois d'avril? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des agences de notation. C'est quand même assez subjectif leur manière de noter. Donc peut-être qu'on sera dégradé. Je ne pense pas que ça aura beaucoup d'effets sur les taux d'intérêt. Je pense que si ça devait avoir des effets, en fait, ce qui aurait pu avoir des effets, c'est d'apprendre par exemple que le déficit public français, il était à 5,5 points de PIB en 2023 et pas à 4,9, une mauvaise surprise. La révision de la croissance est aussi une mauvaise surprise. Donc les vraies mauvaises surprises, on les a eues. Le marqueur de l'inquiétude des marchés, c'est le spread, c'est l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne. Il n'a quasiment pas bougé ce dernier mois. Il est entre 40 et 60. Oui, mais l'Allemagne, on voit aussi moins bien. Donc est-ce qu'on se compare avec quelqu'un qui va moins bien? Oui, mais c'est justement le problème de la dette publique. C'est on ne sait pas quel est le niveau au-delà duquel les marchés vont prendre peur. Ce qui compte quand même beaucoup, c'est la comparaison avec les autres, justement. C'est le fait qu'en Europe, on se compare à l'Allemagne, parce qu'il y a des liquidités, il faut bien qu'elles soient placées quelque part, donc il y a toujours un moment où on fait quand même des comparaisons, d'où l'intérêt quand même de regarder ce spread qui ne bouge pas, et si on est dégradé le 26 avril, et un peu plus tard, je ne pense pas que c'est beaucoup d'effet. Eh bien, merci beaucoup François Ecal, donc fondateur du site FIPECO, d'être venu nous parler des finances publiques. Merci à vous. Merci.